Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de notre format Back Issues, qui est notre émission dans laquelle on vous parle de comics qu'on a lus. Alors habituellement on vous fait ça en duo avec l'ami Corentin ici présent. Hey. Mais une fois n'est pas coutume, c'est l'autre ami PA qui est avec nous. Salut PA. Salut les gars, ça fait plaisir de revenir. Bah, on ferait une fois commencer à être coutume là. C'est la troisième, hein, je crois. J'ai dit en frais. C'est la troisième, ça va, reste tranquille. Ça commence à être une coutume. Ça va, c'est bon, il fait chier le yeuve là, il s'incruste tout le temps. Ouais, Hein. Exactement, la porte. Il faudra que je mette un nouveau verrou sur la porte du studio. Moi je pense qu'en mode genre, c'est quasiment une tradition maintenant quoi. 6-7. Alors, faut savoir qu'avant d'enregistrer ce podcast, on a eu une discussion de vieux, effectivement, Boomer. sur les expressions à la mode. Et effectivement, nous Déjà sommes... juste dire à la mode, c'est C'est cringe. C'est cringe, voilà, nous sommes vieux, effectivement. on dit les expressions de trending. De toute façon, on a un podcast comics, faut pas croire, il n'y a pas de gens de 20 piges qui nous écoutent non plus. En Ça tout va, cas, on est safe. en tout cas, pas Si, en plus. si remarque, si, mais pas de collégiens, tu vois. Coucou à toi. Pas Cette de- personne de 20 ans. Pas de TikToker au lycée, quoi. Hélas. Mais un jour peut-être. Ouais, Corentin. on parlera de manga. Corentin, tu vas aller sur TikTok Dès pour qu'on parler j'en de suis très comics. jeune. Tu vas aller sur TikTok pour parler de comics, Corentin. J'ai créé un compte Instagram récemment. Et c'est déjà une grande avancée. Mais je ne follow aucun ami pour pas qu'il me follow back parce que je veux qu'on me foute la paix. Très bien. Du coup, je crée un follow compte que des artistes. sur les réseaux sociaux pour pas parler. Non, c'est pour le boulot parce que tu vas Ouais. toujours accéder à des artistes pour voir ce qu'ils ont fait avant, Ouais, etc. ouais, et donc c'est plus facile de créer un compte. Pour le parce coup, que- effectivement, les t'as plein de dessinateurs et les pop-up, crée un scénaristes compte, crée un n'arrêtent pas compte. de communiquer effectivement sur Insta. Ça, c'est- Ouais. Et puis même les jeunes artistes de l'industrie qui n'ont pas encore fait de BD, qui sont pas dans les Yes. répertoires officiels. Oui, il y en a plein qui ont été trouvés Et comme ça en postant leurs dessins. Mais oui, bien sûr. Et du coup, voilà, il y a des reels sur Instagram où je suis déjà un peu sur TikTok. Un peu. Voilà. Mais par contre, TikTok, non. Parce que le gouvernement chinois vous vole vos données, comme diraient les vieux. Oui, enfin, je suis pas sûr que Meta soit très OK avec tes données aussi. Ils te font Quoi. signer un truc qui dit que t'es d'accord. D'accord, c'est pour ça, oui, c'est pas... T'es pas d'accord. Effectivement, c'est pas pareil. Mais on n'est pas là pour parler de réseaux sociaux. On est là pour parler de bande dessinée avec un back issues de 100% indé. En l'occurrence, il y aura pas de super slip dans notre sélection de ce numéro. Et on va commencer tout de suite du côté de Delcourt avec un album qui s'appelle Les Évadés d'Alcatraz. C'est Ça se passe au Mexique du coup. peut-être que ça pourrait se passer au Mexique, mais pas du tout. Non, c'est une bande dessinée de Christopher Cantwell et de Tyler Crook. Quoi, t'as pas aimé mon accent mexicain, c'est ça? J'avais jamais vu Corentin J'ai comme rien ça. Alors, juste, je suis extrêmement fatigué, je m'excuse par avance si ça s'entend dans le micro. Ah non, c'était tes yeux ébahis là, devant la blague d'Arnaud. Non, en fait, c'est qu'il arrive encore à me surprendre. Et au bout de 12 ans, quoi, un truc comme ça. 12 ans de relations Ça commence à communes, être c'est un ça. peu, C'est fou. C'est Parce que bien. là, genre, Alcatraz, tout le monde sait que c'est aux États-Unis, qu'il y a rien à voir avec, dans la BD, il y a aucun personnage qui est latino. Enfin, si, mais pas mexicain ni rien. Et t'as réussi quand même. Alcatraz. Alcatraz. Eh, Oui, c'est comme le général Alcaraz dans Tintin, c'est. oui, ça n'a aucun sens, mais voilà, on est dans l'absurde ici. Voilà, l'humour. Donc, c'est une bande dessinée, de Christopher Cantwell et Tyler Crook. C'est sorti, alors il me semble que c'est chez Oni Press peut-être. Yes, Oni Press aux États-Unis. Et c'est arrivé tout récemment chez Delcourt. Donc, une uchronie quelque part, on va dire, enfin, une supposition de ce qu'a été l'histoire de Prospective. Frank Lee Morris et ses des collègues détenus qui se sont évadés de la prison île d'Alcatraz. Ça peut évidemment forcément rappeler à beaucoup qui nous écoutent Frank Lee, qui était sorti il n'y a pas si longtemps au Label 619 de David Asteda et Ludovic Chono, avec des thématiques similaires, notamment au final sur ce qu'est la liberté, notamment, mais quand même avec un rapport, une orientation scénaristique qui est très très différente là-dessus, puisque là-dedans, Frank Lee et ses collègues vont pas forcément chercher à se recaser, à se refaire une petite vie bien tranquille. Là, ils sont plutôt en fuite vraiment, et toute l'intrigue repose sur ces plans de fuite, avec en parallèle des inspecteurs qui sont persuadés que que malgré le discours officiel qui dit que tous les détenus se seraient noyés, eux sont persuadés qu'ils sont bien en vie, et donc il va y avoir aussi une sorte de petite course-poursuite, un petit jeu d'enquête. Donc c'est très ricain quand même, très polar ricain dans l'esprit. Je trouve plutôt pas mal dessiné, avec juste une interrogation sur un personnage qui pourtant a valeur en plus de vrai fil scénaristique, mais on en reparlera juste après. Oui, une histoire de couleur de peau. On est assez d'accord, ça m'a perturbé. Mais en l'occurrence, mais le PS, que vu que tu es notre invité, est-ce que tu veux commencer par nous dire ce que tu as pensé de cette bande dessinée? J'ai beaucoup aimé, Corentin.
Alors, donc, Corentin n'a pas aimé. non, alors moi, déjà, c'est un sujet que j'aime beaucoup. Ça fait partie de je suis dingue de polar. Donc forcément, quand on me propose ce genre de truc, c'est pour ça que j'ai dit à Arnaud, je suis assez chaud pour en parler, parce que ça va taper dans ce que j'aime en premier lieu, quoi. Donc inévitablement, je suis un Yankee assez facile. Ça m'a rappelé, j'ai revu le film parce que je l'aime beaucoup, même s'il n'est pas exceptionnel, mais celui de Don Siegel avec Clint Eastwood, même si je lui préfère de ce réalisateur Les Proies, qui est un western absolument magnifique. Et donc effectivement, on est sur ces héros, ces anti-héros finalement un peu emblématiques qui sont porteurs en fait d'une recherche qui est simple, qui est la liberté, hein, tu le disais Arnaud avant. Et donc effectivement, Cantwell, qu'on adore, hein, notamment pour Everything ou Blue Flame. Imagine la suite de leur destinée, parce que finalement, le seul point que tu as dit, c'est qu'on a retrouvé effectivement, ça, dans la version officielle, il me semble, certaines affaires sur la plage. Donc c'est vrai qu'on pouvait penser qu'ils étaient morts, mais ces deux flics, justement, un du FBI et un de la CIA, non, un marshal et un agent du FBI, eux effectivement continuent cette quête et rencontrent justement les deux hommes là, Frank Morris et Clarence Anglin, dont est le frère qui lui est censé être mort noyé pendant en tout cas c'est là où commence l'Uchronie, doivent en fait rejoindre le Canada et leur liberté toute relative va être un peu mise à mal, puisqu'ils vont rencontrer énormément de pièges pendant, en tout cas de comment je vais dire ça, de contre-coups, ouais, exactement, pendant leur campagne. Je trouve que le rythme est assez dingue parce qu'à aucun moment on s'ennuie, ça se lit très rapidement, et en plus Cantwell sait faire monter la tension de manière assez forte. J'ai envie d'aborder ce point-là, mais vous me dites si c'est trop tôt, puisque effectivement la quête ne concerne pas que la liberté de Frank et Clarence, mais aussi de la femme qui les accompagne. Et des deux agents fédéraux. Et tu as raison, on peut en parler après, des deux agents fédéraux qui, eux, sont... Enfin, c'est pas un spoil, on parle de des raisons pour lesquelles ils souhaitent trouver une forme de liberté. Ils sont gays, quoi. Ils sont homosexuels, qui forcément, dans les années 60... notamment quand t'es flic, c'est un peu compliqué, on va dire, à avouer. Donc je trouve que en plus le thème est abordé de manière très subtile. Voilà, l'agent du FBI qui est lancé à leur trousse et le marshal sont les deux seuls à croire en la réussite de leur évasion, et sont effectivement des homosexuels tiraillés dans leur relation. Eux sont aussi en quête de liberté, la liberté de vivre leur amour sans se cacher, ce qui est donc effectivement impossible à l'époque. Donc on est vraiment et avec cette femme qui leur sert de contact, qui est afro-américaine. On est vraiment confronté à ces trois. Excuse-moi, je te coupe, mais moi j'avais compris plutôt latino-américain. Ouais. En tout cas, elle est pas blanche, ça c'est sûr. Ça c'est clair que, en tout cas, tu parlais tu veux l'aborder peut-être, mais le dessin est pas du tout clair. Alors justement, pour moi, je suis assez convaincu qu'elle l'est, parce que quand elle arrive dans la banque, il y a une femme qui pour le coup est bien noire, et là on le voit, qui lui dit vous faites, en gros vous êtes en train de vous cacher. Tu penses que t'es l'une des leurs. Elle dit c'est ça, un truc comme ça. Et à la fin, et c'est là pour ça que moi je veux en revenir. Et je croyais qu'elle parlait des gangsters à ce moment-là, effectivement. Je trouve que Crook a fait une erreur en n'étant pas clair dans sa couleur de peau, puisque quand tu vois les couvertures alternatives, elle est complètement noire. Il y a aucun débat, quoi. Ah oui, là, effectivement. Oui. Donc pour moi, je sais pas. Je pense qu'il a voulu montrer. Moi, mon vrai sujet, c'est je pense qu'il a voulu montrer, en étant plus subtil, qu'elle se maquillait pour essayer de cacher sa couleur de peau, pour passer plus inaperçue. Moi, c'est mon interprétation. Ouais. Elle est peut-être fausse. Ou qu'elle était plus très light skin et que du coup, elle arrivait peut-être à passer, tu sais, un mère noire ou une mère noire et l'autre blanc, tu vois. T'as un dialogue qui indique ça, où elle dit qu'en fait, elle avait grosso modo un passing, comme on dit. Ouais. Et que ça lui a jamais posé de problème jusqu'au moment où il a fallu qu'elle fasse des papiers. Et sur les papiers, elle a dû du coup renseigner sa vraie couleur de peau. Parce qu'aux États-Unis, encore une fois, on indique l'ethnicité des gens, ce qui est complètement débile, mais voilà. Et donc du coup il faut que tu écrives black, white, Spanish et compagnie, et effectivement à ce moment là du coup t'as tout le dialogue sur il faut que je me barre dans une autre culture où on te pose pas la question Canada, justement. Ouais. Et donc c'est vrai que je comprends pas cette ambiguïté. Peut-être qu'il voulait servir le récit en la fondant dans l'anonymat, tu sais, parce que son sujet justement c'est de se rendre anonyme pour pas qu'on voit sa couleur de peau. Donc c'est peut-être le choix de Tyler Crook, qui par ailleurs fait des aquarelles absolument dingues, hein. C'est beau, absolument sublime. Mais ça m'a perturbé. Est-ce que ça gâche le récit? Pas forcément. Et j'aime bien le côté un peu enfin en tout cas je trouve que le rythme est assez fou, et les péripéties qui leur arrivent, et ce qui se passe également pour les deux agents. Voilà, je trouve que si c'est peut-être très subtil d'un point de vue dessin, ça l'est peut-être un peu moins d'un point de vue scénario.
Et la fin est peut-être un peu attendue, mais c'est une lecture qui est prenante. C'est pas gravissime dans le sens où on a souvent un peu trop reproché justement à Cantwell de muscler ses scénarios de complexité. Oui, c'est pas, voilà. Un peu trop c'est pas She Could Fly, Voilà. c'est pas Everything. She Could Fly qui est souvent réputé comme un truc, mais on en avait beaucoup parlé avec Nicolas Beaujon d'ailleurs, qui rêvait de publier ce titre-là en français. Et même lui, en fait, comprenait que c'était très compliqué à vendre parce que c'est un enchevêtré de symboles et de réflexions sur la santé mentale qui sont très très dures à faire avaler n'importe qui, et même effectivement Everything. La fin a dérouté beaucoup de gens, même Cavege, même on en avait parlé, il m'avait dit bah ouais, à la fin les aliens et tout. Et justement, si t'en parles avec Cantwell, lui il est pas clair du tout sur le côté c'est les aliens, etc. C'est une allégorie en fait, c'est une métaphore, c'est une idée qui te met là. Là, je pense qu'il a un peu chargé la charrue pour justement être bien sûr que le lectorat comprenne bien exactement ce qu'il a voulu dire, à tel point que t'as cette réplique plusieurs fois dans l'album. Est-on jamais vraiment libre en vérité Voilà. C'est pour ça que je pense que ça manque peut-être un poil de subtilité, mais il apporte une certaine forme de modernité à un récit de track classique en fait. Et ça me plaît bien parce que c'est finalement aborder ces thèmes. Bon, c'est peut-être plus facile aujourd'hui d'aborder ces thèmes-là, mais les replacer dans le contexte des 60s, ça me plaît pas mal. Et je trouve que c'est la manière dont il imagine la suite de cette évasion est hyper intéressante. Ouais, parce que en fait, t'as la formule du polar premier degré avec les divers retournements de situation où je trouve que le rythme est bien maîtrisé, où t'as aussi les cliffhangers sont plutôt bien faits et même si forcément t'as la séparation par chapitre, mais je trouve que ça s'intègre assez bien dans une lecture en continu. Je trouve pas que ça fait trop effet vraiment genre ah oui regardez là on avait la fin de notre numéro, il fallait absolument qu'on vous fasse la surprise. Donc là-dessus c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de se rendre compte effectivement que en fait les évadés d'Alcatraz, même si effectivement on s'intéresse à Frank et à Clarence, c'est pas que eux en fait, c'est ceux qui essayent de s'échapper. Je sais pas que c'est l'ensemble des personnages et que c'est là où Christopher Cantwell est assez malin, parce que même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre que le reste de son œuvre, c'est quand même une intrigue qui est plus élevée au final, où en fait tu t'aperçois qu'effectivement que chacun des protagonistes est prisonnier de quelque chose et cherche à s'échapper, avec vraiment cette façon de magnifier une thématique en l'incluant dans tous tes personnages. Et ça, c'est sûr que c'est pas donné à tout le monde, en fait. Et toutes les histoires sont crédibles. Tu sais, même l'épouse qui se fait battre par son mari. Oui, bah voilà. Tout est crédible. C'est simple, c'est pas, mais il n'y a pas besoin forcément de complexifier toujours le récit. Après, je fais pas forcément de procès sur ce que tu penses, hein, Corentin. Mais je me dis que cette simplicité, en apportant une petite vague de nouveautés sur un récit de track, moi, ça m'a bien embarqué. Et par contre, toi, alors, t'as été moins client quand même. Oui, mais j'ai pas compris pourquoi tu dis non, mais j'ai supposé que c'était peut-être pour ça. C'est que en fait, il projette. J'ai projeté, tout à fait. Non, mais après, quand on fait ces podcasts-là, la raison pour laquelle moi je propose des grilles de lecture aux gens, aux fans, pour qu'on comprenne que c'est pas juste des histoires aussi premier degré que ça en général. Et du coup, d'ailleurs, on reproche de trop intellectualiser certaines œuvres, en l'occurrence, mais non, c'est pas ça qui a fait que j'ai pas apprécié. Je pense que j'attends pas ça de Christopher Cantwell, surtout. Mais à mon sens, c'est quand même des vrais défauts plastiques. Mais j'ai pas forcément envie en fait de démonter ce que tu viens de dire c'est parce pas grave, que les qualités sont là effectivement. Il le prendra pas personnellement. Je vous écoute et je suis pas en désaccord avec vous. C'est pas lui qui a dessiné la BD donc. Moi, à mon sens, si tu veux, il y a un infléchissement idéologique que je trouve peut-être pas nécessaire. Le fait est par exemple que ce propos sur la couleur de peau, la traque des homosexuels, enfin des gays. Le fait que c'était très mal vu, comme tu dis, c'était même carrément considéré comme une maladie mentale dans plein d'États et tout. Parce que c'était pas interdit même, ouais. Voilà, le fait que t'aies ce mari violent qui a épousé une ranchera, enfin une propriétaire terrienne, dont la famille était antérieure à l'arrivée des colons blancs en Californie. C'est bien, hein, c'est très bien tout ça, mais j'ai l'impression qu'en fait, du coup, c'est un peu un empilage de thèmes pour te parler des États-Unis du présent, en fait. Et à mon sens, du coup, ça contrevient un peu au polar. Le personnage, justement, du cow-boy qui vient les prendre en otage, entre guillemets, pour moi, il débarque un peu de nulle part. C'est vraiment, je vois pas trop... Ouais, c'est ça. Je vois pas trop comment c'est rationnel. Même, tu vois, il leur dit tuez ma femme et sinon je vous dénonce. T'as envie de dire, mais il pourrait juste le tuer lui, pour dire voilà. Ou alors il pourrait se barrer. Et j'ai l'impression qu'il il sert de ça pour rajouter justement une sorte d'étape dans un récit quand même assez structuré en 5 numéros quand même, hein, qui pour moi se justifie pas. Le personnage de Frank Morris aussi, je trouve qu'il est intéressant. On passe trop peu de temps avec lui. L'histoire d'amour entre lui et la dame qui commence à germer un peu, j'y crois, mais ça arrive un peu trop tard à mon sens, pareil dans le bouquin. En fait, c'est plein de petits, pas forcément de défauts, mais c'est plein de petites
petits choix, simplement. Voilà, de petits choix. Finalement, cette interprétation que je pensais que tu avais, que c'était un peu trop simple, c'est quand même ça, finalement. C'est en gros, j'ai le sentiment que tu te dis, il a un peu empilé les sujets. C'est pas assez développé. Moi, je le connais, il aurait voulu le double pour qu'on s'intéresse un peu plus, qu'on développe un peu plus chacun des personnages. Ou même plus d'humanité, peut-être. Enfin, il y a de l'humanité, évidemment, c'est un sujet, la quête de la liberté, et c'est très humain. J'aime beaucoup la partie avec les deux agents des fédéraux. Tu vois, ça, elle est super. Ça, je trouve qu'on trouve plus son cœur émotionnel là-dedans. À l'inverse, les parties avec l'autre frère qui redébarque, qui passe en mode full slasher et tout. Je vois pas trop ce que ça amène au récit, sinon la menace d'une vilainie dont tu as besoin pour faire ta construction arquée avec la violence et la punition à la fin. Pour montrer que en fait personne peut s'en sortir de ce truc-là, c'est que c'est une échappée vers l'avant, c'est ça que je veux dire, une fuite en avant, pardon, et qu'au final et en fait quand j'ai fini le bouquin, le premier reproche c'est ok, ça plus ça plus ça plus ça. Ah, et puis en plus ils agissent un peu comme des idiots, forcément il faut qu'il aille à la poste acheter des timbres, mais mec, en plus t'es le mec intelligent qui a tout planifié, certes avec l'aide de cette dame. Et surtout qu'il engueule Clarence d'être allé à l'épicerie acheter des trucs, puis après lui-même se rend à la poste. Et souvent quand je vois des films comme ça, je me dis mais vas-y, les personnages sont teubés, on nous prend pour des cons. Et en même temps, je me dis que justement, je pense que cette quête de liberté est tellement forte que le simple fait de se sentir libre d'acheter des timbres, le simple fait d'aller boire une bière au bar, ça devient un moment exceptionnel. Bien sûr. Et je pense que c'est trop fort par rapport à la raison. Mais c'est comme tu vois le fait qu'il ne fuit pas vers la liberté, il fuit vers l'esclavage. En fait, il quitte la prison. Oui, complètement, parce que c'est pour aller travailler, vendre leur force de travail, ce qui est pareil, un propos assez intéressant. C'est pour pouvoir être planqué, quoi. Aussi, mais je pense que pendant 3 ou 4 ans, quoi. Te glisse ça en mode, en fait, le salariat est pas plus une liberté que la prison et tout. Mais je sais pas, après, non, mais je suis pas forcément en désaccord avec vous. Moi, je te dis, c'est juste, il y a un truc qui me manque, il y a un truc que... Moi, j'ai découvert Cantwell avec She Could Fly quelque part, tu vois. Et là, je trouve peut-être ça trop de terre à terre ou ouais. C'est une œuvre plus grand public. Oui, tout à fait. Complètement. Tout à fait. Et qui part en plus d'un fait divers, qui est pas forcément ma tasse de thé. J'avais pareil, eu des reproches à faire sur Frank Lee, dont tu parlais. Il doit y avoir un truc qui juste ne s'agglutine pas avec ce que moi j'aimerais bien le trouver dans une pourtant, tu vois, on avait parlé ensemble de Torso de Bendis, et là, ça t'avait plu, qui s'inscrit dans un fait d'actualité, qui imagine une fin différente. Mais pour moi, Torso, ça éclate. Ça éclate tout à fait Catraz. Mais c'est pas, plus long, Torso, oui, enfin, on les met pas en opposition. Bah si, il vient de le faire, là. Oui, c'était pour comprendre son propos, puisqu'il semblait dire que les sujets d'actualité revus, c'était pas trop sa cam. Je dirais que Torso, il y avait quand même justement on était beaucoup plus au contact des personnages, qui avaient du coup des vraies qualités humaines à défendre, des vraies problématiques justement par rapport à Elliot Ness qui était en train de chercher sa place en tant que ancienne vedette, ancienne gloire, et qui du coup voulait mener un nouveau combat, mais dans lequel ça marchait pas. Les deux flics qui justement cavalaient après le tueur au tronc, bah pareil, ils étaient beaucoup plus humains, ils allaient quand ils allaient bouffer chez la meuf de l'un et de l'autre, et il y avait en plus cette perspective d'un des deux qui était gay aussi d'ailleurs, que là je sais pas, moi Frank Morris il me laisse froid, tu vois, littéralement, il s'est fait pour ça, il est froid. Leur drame ne me parle pas, voilà, je veux dire que ça, leur drame ne me parle pas, c'est pas une critique, c'est pas moi je suis pas en train de vous dire n'achetez pas la BD, je suis en train de vous dire moi ça a glissé sur moi, et c'est pour ça que je voulais pas forcément vous interrompre dans votre analyse qui est très pertinente évidemment. Et en tout cas, je le vois vraiment, mais finalement un peu à l'image du film de Don Siegel, je le vois un peu comme un no-brainer, quoi. C'est-à-dire que tu te poses là-dessus, tu te vois un petit film. Pour moi, c'est un film ce qu'on a là. C'est un film d'1 heure et demie, auquel tu vas passer un super moment, que tu reverras un peu genre 3, 4, 5 fois, et puis ça te gênera pas, même si tu connais tout le film, parce que tu débranches un peu le cerveau et tu passes un super moment. Bah, je le vois un peu comme ça. Et puis l'étoile de Tyler Crook, justement, la scène où les deux fédéraux s'arrêtent dans un champ. Ouais. Et qui parle des tirés de l'horizon en disant voilà c'est un peu une piste à atteindre, le bonheur, l'amour au grand jour et tout ça, tu vois, c'est des superbes scènes. Pareil, je trouverais que ça manque peut-être un petit peu de chaleur au niveau du choix des palettes chromatiques, ce qui est fait exprès, je le comprends bien, mais ouais, du coup c'est parti, je trouve que c'est une BD comme assez froide, tu vois, et assez rentre dedans, assez serious business. C'est une lecture qui du coup peut plaire à des profils peut-être plus fan de polar, comme tu dis, un peu à l'ancienne. C'est sûr que... Arrangé au rayon. C'est sûr que je suis un gros mascu fan de polar, du coup, ça me parle à mort. Mais non, c'est pas ce que j'ai dit. Je te taquine. Ouais, non, mais il l'a pas dit, mais enfin, c'est vrai, quoi. Bah oui. C'est pas... Il est viril. Je suis un connard de mascu. Voilà, tu vas à la salle, tu le soja, la viande, le soja. Il boit des protes, il est comme ça. Mais donc, Les Évadés d'Alcatraz, donc chez Delcourt, au prix de 18,50€ en librairie, si jamais ça vous intéresse. Ensuite, on est dans un autre registre, on est dans l'horreur plutôt, dans l'horreur religieuse même, avec un album qui est sorti en tout début d'année,
qui s'appelle « Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous ». Je vous invite à écouter l'interview de Jakub Rebelka qu'on a faite pour parler de ses inspirations sur ce titre. Et tu avais aussi envie de nous en parler, PA, alors Ouais, déjà parce que je suis un fanzouz de Rebelka, qui est un mec adorable. De toute façon, tu l'as rencontré, mais que j'ai pu croiser en festival en Pologne et qui a été... Ah oui, c'est quand elle a tes trucs de black metal néo-nazi. Ah non. Exactement, voilà. Je vais même pas chercher à me défendre, ça sert à rien. Ça sert à rien. On a les preuves et on a les photos. Et donc c'est vrai que tout ce qu'il a fait, que ce soit le dernier jour de Lovecraft ou Judas, je trouve que visuellement c'est assez incroyable. Donc quand cette BD a été annoncée, je l'ai lu en issues en VO. Donc je l'ai lu en anglais et en français. Et ça a été pareil. En tout cas, je l'inscris un peu dans comment je vais dire ça, dans ce genre de BD, un peu comme les évadés d'Alcatraz, qui sont immédiats. T'as pas besoin de réfléchir beaucoup. Bon, là, il n'y a pas 50 000 thèmes, même s'il y en a quelques-uns. Mais en tout cas, c'est extrêmement immédiat. Et si ce genre de BD d'horreur plaît, il n'y a aucune raison que les gens passent à côté. Donc, en gros, on est sur une histoire assez simple. On est sur un père qui s'appelle Manuel Barrera, qui fait une faute qui marque irrémédiablement sa vie, puisqu'il va, lors d'un baptême, tuer un bébé. Accidentellement, évidemment. On s'étale pas trop sur les circonstances, c'est un peu trop, mais quoi qu'il en soit, lui, il se sent coupable, et évidemment, ça paraît logique. Donc voilà, il est brisé, il est un peu discrédité, et il est envoyé en pénitence sur une île reculée, à Puerto Cristina. Là, ça t'aurait pu faire l'accent mexicain, pour le coup. Puerto Cristina. Fefeñol. Comme ça? Je sais pas. En Amérique du Sud, donc ça tombe bien. Aurais-tu oublié les clés du cheval, Zorro? Après, c'est un peu loin du Mexique, quand même. C'est vrai, c'est pas loin du Mexique. Après, vu que je suis nul en géographie, j'ai le droit. L'accent chilien, je sais pas à quoi ça ressemble, personnellement. Ah non, moi non plus. Essaye, vas-y. Et là, donc Mascu est raciste. Merci voilà, les gars. on est là. Vraiment, je suis content d'avoir été invité, de m'être invité. Et donc il y va pour rencontrer le père Merrick Stygian, qui est un exorciste vieillissant. Voilà, donc qui a une réputation assez coton. Mais il va se passionner, Stygian, par le père Barrera, et en voir au fur et à mesure des issues un successeur possible. Et donc là, on arrive clairement sur une histoire de fiction où se mêlent un peu plein de choses, le sacrifice, le péché originel, la rédemption. C'est bien évidemment violent et horrifique. Bon, moi, il n'existe pas une BD dans laquelle j'ai eu peur. Je sais pas si pour vous, même avec un page turner, à un moment donné, bim, t'arrives sur une case, c'était choqué. Bon, c'est pas pareil. Ça m'est jamais arrivé, mais c'est un peu l'objectif quand même. J'ai l'impression de Rebelka, moi, dans ces accords. De toute façon, tu peux pas vraiment faire peur, genre terrifier, parce que t'as pas le son notamment et la surprise de l'image. Donc c'est plutôt un sentiment de mal-être, de malaise. Et si, il y a des BD qui peuvent faire ça. Moi, je sais que Crost, la fameuse double page du premier numéro, elle m'a vraiment mis mal à l'aise, quoi, pour le coup. Mais t'en as. Donc voilà, ça peut arriver, mais après des trucs qui te fassent flipper, non, c'est pas ça n'existe pas. Après, c'est vraiment un style d'horreur très axé sur le religieux, sur la possession aussi un peu, mais sur un truc très à mi-chemin entre je dirais l'horreur religieuse et la folk horror aussi, qui moi m'a rappelé un film qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle When Evil Lurks. Regarde, tu l'as noté la même chose, When Evil Lurks. Ah oui, non, mais parce que c'est le parallèle est assez évident. Allez, tu me remplaces pour les podcasts maintenant. Et qui en l'occurrence est un excellent film d'horreur, vraiment. On peut faire un aparté 2 secondes. Je trouve que le début est génial, et c'est justement pour ça que ça m'a fait penser à ça, parce qu'il y a des possessions animales. La possession animale du chien dans le film, elle est terrifiante. Par contre, j'ai trouvé à partir du milieu, j'ai trouvé que c'était une arnaque absolue. Donc je suis assez partagé sur le film. Je suis pas d'accord avec toi, mais et tant mieux. Heureusement, ce n'est pas le sujet de ce podcast. Sinon, j'aurais été obligé de t'humilier avec mes arguments. Mais voilà. Peut-être que j'aime ça. Peut-être aussi. Mais revenons-en sur. Vas-y, reviens sur. Donc forcément, on pense à l'exorciste et donc à When Evil Lurks. Bien évidemment. Il est cité, l'exorciste, même graphiquement. Oui. Ah, complètement. Oui. Donc voilà, ils vont avoir là le duo des exorcismes à faire, et vont comprendre qu'effectivement il y a une forme de, comment je vais dire ça, de complot un peu derrière, et des choses que Stygian a fait, qu'il a caché. Et comme c'est un peu le sujet de la BD, j'ai vraiment pas envie d'aller plus loin parce que ce serait vraiment spoiler complètement. Mais ces successions d'exorcismes et de situations extrêmes auxquelles ils sont confrontés, interrogent vraiment sur la nature du mal. C'est ce que je me suis noté. Je trouve que est-il extérieur à l'homme?
Est-il incarné par des forces démoniaques ou bien profondément ancré en fait dans la conscience humaine? C'est vraiment ce qui m'a marqué dans le sujet et de la culpabilité, bien évidemment, dans le sujet de la BD. Et puis, le travail graphique de Rebelka, c'est une dinguerie, quoi. Enfin, il sent vraiment son style expressionniste avec des corps déformés, des visages hantés. Ça, par contre, j'ai trouvé ça. Alors, ça ne m'a pas fait peur, mais les visages hantés, notamment celui de Barrera, ça instaure une forme de mal-être. On va pas dire qu'on se sent complètement possédé, justement, mais je trouve qu'on voit vraiment l'angoisse qui habite les personnages. Et ça, je trouve ça très fort. Les jeux d'ombre, les visages décharnés. Mais tu vois qu'ils sont au bout de leur vie chacun. Ah, complètement. Et on est vraiment dans une dominante, ça se voit sur la pochette, d'ailleurs, violacée, totale. Qui, je trouve, qui renforce en plus le malaise que met en place Rebelka. Et en plus, j'ai trouvé que son dessin rend les scènes d'exorcisme assez spectaculaires. On en a vu, hein. Enfin, moi, j'en ai bouffé. J'adore les films d'horreur, j'adore les films de genre, et des scènes d'exorcisme, j'en ai bouffé, et je trouve qu'elles sont vraiment, vraiment, vraiment bien faites et assez inquiétantes, pardon. Donc voilà, pour moi, c'est même si c'est je sais pas si c'est votre avis, mais je trouve ça court. Quand même. Oui, ça manque au moins d'une ou deux issues. C'est pas pour rien, je pense, que 404 a fait rajouter tout un cahier graphique à la fin. Bien sûr. Pour compléter et justifier le prix de 24,95 €. Oui, mais même pour justifier l'objet aussi, pour donner vraiment l'allure d'un grand format, parce qu'un grand format qui est tout court, ça a pas de gueule, quoi. Après, on va pas se mentir, 404, il le publie aussi parce que Rebelka. Parce que je pense pas que notre ami Nicolas Beaujouan soit dans ses thèmes favoris, ce genre de choses. Oh, si, sur l'horreur comme ça. La religion, c'est sûr, mais l'horreur, je sais pas. Ouais, quand même. Non, mais après, on sait très bien qu'il le fait que pour C'est vrai qu'après, oui, il y a aussi Judas. Pour l'argent, pour se payer une deuxième baraque, une troisième piscine. Je crois que c'est sa quatrième. Il m'a dit, la BD. C'est ça, oui, c'est ça. Rien à foutre. Un truc de péon, un truc comme ça, quoi. C'est Proust, la musique, et puis voilà. C'est ça. C'est un side geek, tout ça. Voilà. Non, mais blague à part, Corentin, qu'est-ce que toi, tu as pensé? J'ai plus apprécié, paradoxalement, alors que je le reconnais, une BD de moins bonne qualité, à mon sens, que Out of Alcatraz, au niveau de l'écriture. Je connaissais pas le scénariste. C'est un romancier d'horreur, justement. Voilà, ou de polar, peut-être, mais je crois qu'il a fait de l'horreur aussi. Je sais pas si c'est la brièveté qui me surprend. C'est plus le rythme. Pour moi, il y a un problème avec le rythme, qui est à la fois très automatique et très fonctionnel, mais il fait ce qu'il a à faire, en fait. C'est-à-dire que c'est une BD qui va à l'essentiel. Mais elle est un peu sur des rails. Oui, c'est ça. C'est ce que les gens, là, qu'il y a une transition, je pense, entre, normalement, justement, une rythmique BD, tu essaies de faire des alternances et compagnie, ou moins de points de vue, que là, quand même, c'est vraiment focalisé sur deux personnages, et même un seul. Et Marou, quand même, la servante. Et Marou, c'est vrai, t'as raison. Mais quelque part, justement, je trouve pas ça désagréable d'avoir ce style graphique-là, avec un scénario qui est, en fait, très direct, très dirigé, qui se prend pas la tête et qui laisse juste le dessin faire ce qu'il a à faire. Parce que, on le sait, Rebelka, c'est aussi un artiste très conceptuel, et qui s'éloigne de plus en plus, en fait, de ses racines. Si vous regardez Origin, qui était aussi disponible chez 404, où il faisait pas plus du comics, mais bon, il y avait des dizaines de robots, des grands paysages et tout. Là, effectivement, tu l'as dit, c'est beaucoup plus expressionniste, et au sens vraiment, comment dirais-je, littéraire, non pas littéraire, mais... Littéral? Non, au niveau de la peinture, l'adjectif de peinture, pictural, je sais pas, au sens de la peinture expressionniste, voilà, et particulièrement allemande, entre guillemets, tu sais, Munch, Kirchner, etc., enfin, tout ce machin-là, Le Cri, et tu le reconnais au niveau des décors. Tu vois, il y a aucune structure qui est réaliste, il y a aucune structure qui est faite pour évoquer un vrai truc de la vraie vie. Pour ceux qui, du coup, n'ont pas eu la chance de voir de se documenter par rapport à ça, l'expressionnisme, c'est connu particulièrement en Allemagne dans l'entre-deux-guerres pour avoir en fait canalisé l'angoisse, le traumatisme et la période de doute en fait qui était justement la post-défaite de la Première Guerre mondiale et le montée du fascisme et compagnie. D'ailleurs, beaucoup d'artistes expressionnistes ont après été censurés. La toile la plus connue de ce mouvement-là, c'est évidemment Le Cri, donc de Edvard Munch, où c'est le mec qui fait comme ça, qui a inspiré le masque de Ghostface dans Scream. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui a été banni par les nazis ensuite et qui a aussi d'ailleurs fait parmi la création du Joker indirectement. Et là, on est vraiment dans le même style de coup de pinceau. Si vous avez vu pareil des films expressionnistes allemands comme Le Cabinet de Dr Caligari, vous reconnaissez vraiment ces structures de décor en fait qui sont faites pour être déformées, pour en fait induire par la subjectivité du coup de crayon et du coup de pinceau un point de vue, une angoisse, un mal-être. Oui, parce que c'est une forme de surréalisme en fait dans quelque chose qui est censé. C'est ce décalage qui fait. C'est ça. C'est presque comme l'uncanny valley en fait. C'est de dire merde, il y a un détail qui cloche et du coup je ne me sens pas bien parce que je sais qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et on sait que Rebelka est très fort pour ça et je trouve qu'il le pousse de plus en plus au fur et à mesure de ses productions.
Encore, on peut même faire une sorte de chronologie. Même Lovecraft était peut-être plus réaliste. Ça c'est vite dit quand même, ouais. Mais disons qu'il n'y avait pas la même charge au niveau des villes, par exemple, au niveau de tout ce truc-là. Là, on est quand même sur une histoire qui se passe dans un monde qui est réel. Il y a des démons, etc., mais c'est un monde qui est réel. Du coup, il peut plus s'amuser à déformer la réalité. Ce qui était moins le cas pour Judas, ce qui était moins le cas pour Lovecraft, qui était quand même des récits plus oniriques. Oui, mais qui plus catabastiques, entre guillemets. Donc là, ouais, c'est assez agréable de voir un scénario, en fait, vraiment de comics quasiment mainstream indé. En fait, ça pourrait être, entre d'autres mains, ça aurait vraiment une tronche très différente, je pense. Et là, c'était une des choses que je voulais dire. Je pense que t'enlèverais Belka au dessin et tu mets un mec plus classique. Ça m'intéresse absolument. Voilà. Pas. En plus, il y en a des milliers de comics sur la possession. Enfin, peut-être pas des milliers, mais il y en a quand même beaucoup. C'est un thème très, très, très commun aux anglo-saxons parce que ils ont ce côté, les anges, les démons. Bon, là, en l'occurrence, c'est l'église catholique romaine qui s'y colle. Je sais pas beaucoup plus, ni militant, ni érudit sur le rôle de l'église chrétienne, enfin, de l'église catholique, du Vatican, etc. On a vraiment, en fait, un curé cool et badass, à la Sam Jackson qui, voilà, fait des exorcismes avec des méthodes qui sont même pas tellement catholiques, d'ailleurs. Ce que j'ai apprécié, c'est la fin, qui m'a quand même assez surpris. J'ai beaucoup apprécié aussi le coup de la créature qui grandit dans le corps du cheval. Il y a quand même des trucs, si, tu vois, c'est pas que ça fait peur, mais tu vois, tu vois une espèce de... Ça installe un malaise. Vraiment. Ouais, voilà, ça. Et là, c'est là que pour moi, la BD d'horreur remplit mieux son rôle. Et avec justement ce dessin un peu déstabilisant, désarçonnant, où tu cherches justement, parce qu'il essaie de t'exprimer comme sentiment à travers sa peinture à lui, je trouve que ça marche super bien. Du coup, je t'ai demandé le bouquin parce que je l'avais pas vu en VF encore. Évidemment, l'édition est magnifique. C'est pas une surprise. Oui, on n'est pas surprise avec 404. Voilà. Et je pense qu'effectivement, si ça n'avait pas été Rebelka, on n'aurait pas eu le droit à ce bouquin-là en France. Je pense pas que le scénario soit vraiment la valeur qu'a le plus. Non, bien sûr, non. Non, mais la fin justement apporte quelque chose de. Alors, je sais pas si c'est un vent de fraîcheur comme j'ai dit tout à l'heure sur les évadés d'Alcatraz, mais c'est quand même assez surprenante. Oui. C'est du classique plus. Elle est cool parce qu'elle est très nihiliste, quoi, en fait. Oui, complètement, ouais. Moi, ça m'a vraiment plu parce que c'est le genre, mes films d'horreur préférés, c'est ceux qui se finissent très, très mal, quoi, la façon la plus sombre possible. C'est pour ça que, par exemple, quand tu regardes, Conjuring. Non. Et que c'est horrible. Je te parle préféré. Ça éclate tous les jours Conjuring. Je te parle de cinéma, en fait. Ah, voilà, on est d'accord. Mais il y avait eu ah, purée, c'est un film qui était remaké avec James McAvoy dedans et qui est vraiment... Ah, purée. Mais en gros, c'est un original qui est fait dans je sais plus quel pays d'Europe de l'Est ou du Nord, qui a un final qui est nihilistique au possible, quoi. Vraiment, c'est horrible. Et ils ont fait le remake américain avec un happy ending, en fait. Merde. Et vraiment à l'opposé total, et je ne comprends pas. Et en plus, c'est James Watkins qui avait réalisé le remake, voilà, Speak No Evil, quoi. Et l'autre, c'est un film, c'est pas un film suédois, l'original? Suédois, je crois, un truc comme ça, c'est ça. Ouais. Mais qui est vraiment, la tonalité des deux fins n'ont absolument aucun rapport, quoi. Et je veux dire, pardon, c'est juste pour dire que moi, j'aime les trucs qui se finissent mal, et que c'est pour ça que ma vengeance m'a satisfait. C'est rare, en vérité. Même, tu vois, je me souviens de Colder, ça finissait quand même relativement bien. Oui, au final, oui. Même des BD qui ont pour... c'est pareil, Colder, c'est un truc moi, le mec, t'es fait en doigt. Tu vois, ça En plus, je me souviens, à l'époque, j'étais encore dans mon ancien appartement. Tout le monde s'en bat les couilles, mais mon ancien appartement, et souvent, je prenais mon chat dans le jardin tous les soirs, et là, j'étais à la bourre. Entre 6 et 7 heures. J'étais à la bourre pour le podcast du lendemain, donc j'ai lu Colder sur ma tablette dans le jardin, et dans le noir autour de moi, il n'y avait pas de lumière ni rien, et je voyais juste le chat qui passait. Et j'étais vraiment en mode, j'ai le frisson en mode, c'est dégueulasse et tout. Et dans le noir, c'est avec les insectes qui viennent se coller à l'écran, en plus, t'as un côté un peu crado. Mais bref, voilà, le fait est que ça que j'apprécie, c'est que c'est un scénario qui est effectivement très dirigé, mais il est efficace. Le personnage principal, il a du coffre, il est sympathique. Tu peux très bien voir effectivement le côté cinéma. En plus, ils te citent volontairement, voilà, t'as une scène de l'exorciste qui est reproduite. Ils te disent, l'exorciste, c'est pas comme au cinéma, donc il y a quand même une envie de faire film, en fait, tu vois. Et c'est l'alliance justement d'un scénario très simple mais pas désagréable. Même, tu vois, il est super évident. Genre, au début, le curé fait le mauvais truc en sacrifiant un enfant, littéralement. Et en fait, à la fin, on lui propose un choix qui est pour sauver d'autres humains, il faut faire un autre sacrifice. Et c'est pour ça que la fin est nihiliste. C'est qu'il te dit non, justement, le principe de la religion chrétienne ou de toute religion en général, c'est que tu fais pas un acte maléfique. Parce que, en fait, il faut que tu restes tout le temps dans la positivité, dans l'application des règles, parce que ta vraie vie commence après ta mort. C'est dans l'au-delà que tu vas, du coup, être jugé par Dieu. C'est ce que lui dit le curé au début, d'ailleurs. C'est pas la loi qui va te juger, c'est Dieu quand tu seras mort. Et du coup, même thématiquement, c'est assez cohérent.
Donc moi, franchement, je me suis bien régalé, j'avoue. Effectivement, je trouve ça extrêmement court, par contre. À mon sens, tu aurais pu faire un 8 numéros en prenant beaucoup plus le temps de développer les origines du prêtre. Ça serait déjà bien. J'arrive pas à retenir son nom. Ouais, Stygian, voilà. T'aurais pu revenir un petit peu, je sais pas moi. Le descriptif disait que c'était plus un chaman, en fait, qui avait été recruté par l'église catholique parce qu'ils avaient besoin d'un exorciste. Et tu t'aperçois des morceaux de ça quand il dit, grosso modo, que ces méthodes, en fait, remontent plus au XXe siècle. De traditions qui sont, en fait, pas du tout celles du Vatican. Je pense que tu aurais pu effectivement booster un peu plus le projet. Après, est-ce que Rebecca avait envie de la même façon, tu vois, c'est toujours pareil. Enfin, qui l'a lancé est-ce que c'est Gus Moreno? Est-ce que c'est Rebecca qui s'est rajouté au Je truc? sais pas, mais je pense que c'est Boom, parce que il est très fréquent chez eux, Rebecca. Et à mon avis, c'est un bon contact d'éditeur qui a dû recevoir le script et proposer ça à qu'il faut qu'il le fasse comme ça, quoi. Donc non, au final, franchement, moi, très bonne lecture. Évidemment, je la mettrai en dernier sur la liste des albums de Rebecca qui sont disponibles en France. Lisez d'abord Lovecraft, Judas et ensuite Origine, et après vous pouvez attaquer celui-ci. Ah, je les préfère Origine quand même. Non, non, t'es fou. T'es un malade mental. Il faut te faire soigner. Bon, alors tout de suite la psychophobie, très bien, super, bravo. Bah non, je te mets une camisole. La thématique de vengeance et le registre graphique me séduisent plus qu'Origine, parce que je me dis, je m'en bats les couilles là. Parce que toi t'es plus horreur. Des histoires de robots là, voilà. Oui, bah voilà. C'est pas grave. Mais clairement, si vous aimez les trucs d'horreur, faut y aller, quoi. Il y a aucun débat. Ouais, et puis c'est vraiment agréable de voir effectivement l'évolution de ce dessinateur et le fait d'avoir un éditeur qui veut à ce point-là défendre parce que nous en France on a quand même plus c'est à la fois vrai et faux, mais chez Urban il travaille plutôt par collection de scénaristes, tu vois, en général, pour Aaron Brubaker, Remender et compagnie. Là on sent quand même qu'il y a vraiment une envie de pousser cet artiste là particulièrement, oui, clairement, qui est plutôt agréable, parce que j'ai pas l'impression que ce soit si commun. Non, peut-être pas, effectivement. Il doit y avoir plein de contre-exemples, de toute façon. Après, mais je suis un amalgame à côté des aides pour Brubaker présente Catwoman et compagnie. Mais... Oui, non, mais en tout cas, on peut dire, oui, il y a une volonté de mettre en avant Jakub Rebelka comme artiste chez 404, ça c'est indéniable, donc voilà. Et il ne déçoit pas. Ouais. On termine? Bah oui. Avec le troisième, qui est donc Slain, le dieu cornu. Et là, je suis content d'être venu, tu vois. Qui est sorti chez... Là, on est chez moi, là. Delirium. Donc, Corentin. Non, mais PA un texte. Ouais, j'ai écrit parce que celui-là, moi, mais toi, tu as l'érudition. Bon, rapidement, mais après, je veux pas. Donc, effectivement, le personnage de Slain, donc, est une création de Pat Mills, comme quasiment tous les personnages de 2000 AD, qui apparaît en 83, si je dis pas de bêtises. Donc, dans la revue 2000 AD, qui était donc une revue du groupe IPC Magazines qui publiait une fameuse mémoire, Judge Dredd, le Rock Trooper, les ABC Warriors, etc., etc. C'était pas si commun d'avoir des productions de fantasy chez eux. Ils étaient plus spécialisés en science-fiction, ou alors en science-fiction, on triche un petit peu, on met les dinosaures et c'est pas grave. Et ça fait flèche, c'est hyper bien. Et en l'occurrence, c'était plus une façon pour eux aussi de capitaliser sur la mode de Conan le Barbare, puisque Conan était arrivé en comics chez Marvel 10 ans plus tôt. Il avait fait énormément de bien à la Maison des Idées. Il y avait eu le magazine qui était tombé ensuite, et aussi les adaptations, notamment le premier film de John Milius qui reste une œuvre culte avec Arnold Schwarzenegger, et le second Conan the Destroyer qui était tombé au début des années 80 aussi. Et donc on s'en rend pas forcément compte aujourd'hui, surtout en Europe, mais Conan c'était un vrai phénomène, et aussi d'édition, qui a motivé énormément de clones à la télévision, avec Tendar, dans les comics, avec même le fameux magazine Dracula aussi, quelque part Red Sonja, l'exploitation en comics, c'était directement dérivé de Conan le Barbare. Et les Anglais aussi, les Britanniques aussi avaient un avis à donner sur cette espèce de frénésie des guerriers musclés en pagne. Donc en l'occurrence, Pat Mills, il s'est intéressé à quels étaient les guerriers susceptibles de s'inscrire dans un contexte folklorique et historique. Et il se trouve qu'effectivement, dans la légende irlandaise, tu as un Slain qui est censé, théoriquement, avoir été le premier grand roi d'Irlande. Pas le roi d'Irlande, le grand roi d'Irlande, parce qu'à l'époque, évidemment, le concept de royauté ou de pays fédérés n'existe pas. On parle d'une mythologie préhistorique, entre guillemets. Donc, c'est celui qui gouverne les tribus, simplement. Et donc, en prenant cet élément-là, en s'inspirant d'un autre cycle littéraire, qui est de celui de Kukulkan, qui parle plutôt justement d'un autre roi mythologique et légendaire scandinave, il a fait un gros aggloméré, repris l'esthétique de Conan le Barbare, et créé justement Slain, donc le héros du monde jeune, qui affronte les forces démoniaques et tente de faire un peu la paix avec toutes les tribus, et dans un monde aussi où on assume que les dieux et les déesses de ce folklore-là existent pour de vrai, et les druides aussi sont là, les nains sont là, enfin tout ce qu'on peut associer au folklore celtique, que le Royaume-Uni en général, pas que l'Irlande, prend pour sa version originelle du pré-monde.
c'est-à-dire le monde avant la civilisation, avant l'écriture, etc. Ce qui est pas faux, hein. Au demeurant, les Celtes effectivement étaient là avant les Romains, avant les Scandinaves, etc. Donc oui, c'est assez naturel que ce soit comme quand Liam Sharp le fait avec Starhenge ou le fait avec son Spawn the Dark Ages, on revient toujours aux Celtes. Les Celtes, c'est leur Gaulois à eux, hein, littéralement. Donc voilà, il a créé ce roman national-là chez 2000 AD. On a eu beaucoup de séries assez rentre dedans. Mais il faut savoir que Pat Mills, c'est un contestataire. C'est-à-dire qu'en fait, lui, justement, il a pas du tout la mentalité des États-Unis. Pour lui, Conan le Barbare, s'il fallait le prendre, il fallait aussi le déformer. Et donc là, en l'occurrence, c'est assez intéressant. On a un Conan le Barbare, en fait par des hippies. On a un Conan le Barbare fait par des féministes de seconde vague qui considèrent que la virilité, c'est pas une fin en soi, que le sexisme... Que la guerre, c'est pas une fin en soi. La guerre n'est pas une fin en soi, que la paix, en fait, devrait être recherchée, que les ennemis de la paix, en fait, sont systématiquement des gens égotiques ou des démons, que les druides, qui du coup incarnent le clergé, hein, très clairement, nous mentent, que le monde fondamental est un monde de femmes. C'est pour ça que c'est la déesse d'Anu qui dirige ce panthéon-là, qui est la déesse de la terre, en vérité, hein. Et que même... c'est un peu Gaïa, enfin le mythe de Gaïa. C'est clairement Gaïa. Ouais, parce que ça symbolise l'harmonie entre l'homme et la nature. Donc, voilà. C'est exactement ça. Et il y a aussi tout ce côté qui, du coup, fait très féministe années 70, de la mystique féminine, on va dire, la divine féminine, avec c'est à la fois la mère, c'est à la fois la maîtresse, c'est à la fois la sœur, c'est à la fois la conseillère, c'est à la fois aussi l'insaisissable, parce que du point de vue de l'homme, la femme, le féminin est insaisissable. Là, en l'occurrence, c'est un truc très con. Il s'agit de réunir des artefacts pour faire la paix entre les peuples et aller poutrer les démons. Il y a 4 trésors mythiques pour réunir les tribus de Tirnanog. T'as une lance, une épée, un chaudron magique et la pierre du destin. Exactement. Et il y a aussi eu un schisme. Alors ça, c'est plus vieux. C'est les Druids qui sont du coup un truc qui est ancien dans la mythologie de Slane, en fait, où il y a eu un schisme religieux. Ceux qui vénèrent d'Anu et ceux qui vénèrent pas d'Anu. Donc voilà, c'est très chargé. Ça, pour le coup, tu pourras en parler, mais c'est très chargé, c'est très littéraire. C'est chaotique. Voilà, c'est vraiment fait par des fans de Tolkien alcooliques. C'est vraiment les 20 premières pages, c'est que de la description, c'est que de l'exposition. C'est que l'exposition, c'est écrit comme une saga littéraire pour de vrai, même comme une saga nordique en vérité. Parce que c'est un troll qui raconte les mémoires finalement c'est un nain. Non. Après il a un comportement de troll, mais voilà. Mais lui voilà, c'est le sidekick historique de Slane qui est pareil, humour très anglais, mais même comme dans Alan Moore avec Darren Quinch, tu vois, il y avait ça aussi. Aussi même dans dans Swamp Thing, c'est avec les deux pervers Abel et Cain de House of Secrets, House of Mystery. Il y a toujours ce côté, dans l'humour britannique, il faut qu'il y ait un petit personnage un peu nul, qui a aucune qualité rédemptrice, qui est vraiment un pervers alcoolo, chiant, que tout le monde veut claquer, tu vois. C'est un truc qui fait beaucoup rire les Anglais, je sais pas pourquoi. Mais donc là, évidemment, Slane a le sien, il a son sidekick, le nain, qui effectivement raconte la légende a posteriori. Et donc on nous dit bien que Slane est mort là où on en est. Hein. Et donc franchement, je vais peut-être m'arrêter mon monologue pour que tu puisses parler un petit peu, parce qu'on pourra après comme ça échanger. Mais pour moi, on est de l'ordre de la très bonne BD, tout simplement. Parce qu'il y a un truc aussi à dire, c'est que c'est illustré par un Simon Bisley en feu, au pic de son art. Ouais. Enfin, visuellement, pour moi, c'est du heavy metal sous acide. Complètement. C'est assez dingue. T'as des muscles hypertrophiés, t'as des couleurs incendiaires, t'as des créatures cauchemardesques, des paysages organiques. Enfin, elles sont toutes plus impressionnantes les unes que les autres, notamment les grandes planches. J'ai envie de dire que parfois, t'as des mini détails où tu te dis, je sais pas si c'est un petit côté feignant ou si c'est dit ça, on s'en fiche, donc je le mets pas, j'y apporte pas toute l'attention nécessaire. C'est même à certains endroits peut-être un peu grossier, mais au global, et surtout sur les grandes planches, c'est absolument époustouflant. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Visuellement, enfin, de toute façon, aussi bien au niveau de l'écriture, même si c'est un peu long à démarrer, hein, effectivement, il faut prendre son temps pour rentrer dans le sujet. Moi, je trouve que c'est un chef-d'œuvre, quoi. Et l'édition faite par Delirium, enfin, j'ai yanklisé Day One, le projet. Alors, c'était pas, je sais pas si c'était Ulule ou autre chose, mais j'ai soutenu tout de suite, quoi. Oui, c'était Ulule, ouais. Pour faire. Oui, qu'est-ce qu'ils ont... Non. Ça n'a, oui, non. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est pour ça. Mais oui, et on va pas s'en souvenir. Mais ouais, carrément. Et puis en plus, c'est trop rigolo parce que tu dis c'est du métal hurlant sous acide, c'est aussi du Frazetta sous cocaïne. Ah oui, complètement. C'est vraiment, t'as des planches où tu sais quand il chevauche son espèce de cerf de combat là, avec le casque noir où vraiment il est que de profil. C'est évidemment le chevalier noir de Frazetta. C'est d'une générosité dans la peinture. Je sais que c'est Demoiselle d'horreur qui était venue m'en parler, qui me dit j'adore ce genre de style de peinture, qui fait très concept art, très affiche de film, en vérité, très roman illustré et tout. C'est quand même extraordinaire ce qu'il faisait à l'époque. Pour le terme roman graphique, pour ce genre de choses, ce serait pas galvaudé. Mais complètement. Ce qui est rigolo, c'est qu'après Bisley, quand il a fait du Lobo, était plus dans les crayonnés ensuite.
il y a vraiment eu ces deux périodes entre guillemets de son style et de sa carrière. Et là, il était vraiment qu'au tout début. Enfin, je veux dire, ce projet-là, le Dieu cornu, je crois que ça a 45 ans maintenant, un truc comme ça. Enfin, c'est début 90. Vraiment, enfin, les reproches que moi je pourrais début faire. 90, ça a Oui, pas 45 ans. Absolument pas. Non, mais ça voilà. a plutôt Je suis fatigué, 36 ans max. J'ai prévenu que j'étais fatigué. du coup, Chacun mais- son truc, Arnaud la géographie, Corentin les maths. Merci, c'est ça. merci d'arbitrer. Mais tu vois, le truc que moi j'aurais reproché, c'est que je trouve que Bisley, des fois, ne relit pas bien les scripts de Mills. Et donc, tu vas souvent avoir un Slane qui sourit quand il devrait Oui, pas c'est vrai, sourire, j'ai remarqué qui ça. fait des gueules qui sont pas du tout Ouais. en accord avec l'action. C'est vrai. C'est pas grave, à la limite, c'est un côté, en fait, un peu débraillé, un peu punk, où limite, on s'en bat les couilles de la structure, parce que pareil, au niveau cohérence des mouvements et tout, ça n'a aucun sens. Mais c'est pas grave, on s'en fout. Le but, c'est de faire un truc qui éclate, qui explose de la rétine. C'est fait pour être une grande saga, limite, de peinture, comme justement le texte lui-même, qui est effectivement très dans l'emphase, très dans le style, et qui va pourtant, ça c'est aussi un truc que les Britanniques adorent, c'est la phrase de Verlaine, c'est prends l'éloquence et tords-lui le cou. Et du coup, t'as ce truc ultra mythique, ultra mythologique, etc. Et d'un coup, tu vas faire une pause pour voir que en fait, l'auteur de tout ça, c'est jamais qu'un petit nain absolument lubrique et alcoolique qui veut juste se taper la meuf qui est là pour le surveiller ou être payé. Ah, ça, il y a aussi un discours par rapport au Work for Hire qui est assez rigolo, où il dit mais attends, on est en train de faire la légende et tout, même pas être payé, exactement comme les scénaristes, les artistes de 2080 en fait, qui disaient mais on ne touche pas tant sur les ventes en vérité et tout. Et c'est pour ça que même Oui, s'il est lubrique et mal alcoolique, tu as une certaine forme d'affection envers lui parce qu'il se fait maltraiter, le pauvre, en permanence, quoi. Il se fait taper, il se fait insulter, et à aucun moment on essaie de l'aider, quoi. Bah à la fin il a une sorte de petit cadeau rédempteur, on va dire, mais même tu sais tout le truc où juste avant le dernier chapitre où la nana elle lui dit mais attends là tu squeezes plein d'éléments, t'enlèves tout le côté pacifique et tout, il fait ouais mais les gens ce qu'ils veulent c'est la bagarre. Ouais. Alors que c'est justement tout le propos du récit, c'est que Slane est partagé entre sa brutalité guerrière et son désir de bâtir un monde plus libre, quoi, débarrassssé vraiment de ça c'est le vrai emprises, et ça c'est beau. C'est le vrai humour anglais en plus qui est assez génial chez Mills, c'est que il a très bien conscience de ce qu'il vend aux gens, tu vois. C'est-à-dire que de la même façon, tu prends un Bisley pour faire une BD qui critique le côté viril, le côté va en guerre, le côté martial, même le côté un peu profondément belliqueux en fait des aventures de Conan. Conan, on regarde Conan parce qu'il tue les adorateurs du dieu serpent, parce qu'il conquiert les femmes, les sorcières qui sont toujours très courtes, vêtues, etc. Et on prend quand même un mec qui justement pourrait très bien faire du Conan premier degré. Et au niveau du graphisme, voilà, on te dit les hommes, la déesse d'Anu te dit les hommes ils me trahissent, ils me voient juste comme une paire de cuisses qui s'écarte et compagnie. Et en fait, quand Bisley la dessine, il la dessine ultra sexy. Exactement, c'est ça tout le paradoxe du truc. Bah oui, mais je te dis, il se sert des clichés pour. C'est la pomme empoisonnée un peu, tu vois. Il te met en fait une BD que tu pourrais vendre à un gars qui est vraiment premier degré fan de Howard. Après, Howard, c'est plus subtil que ça, attention. C'est l'image qu'on a de Conan est aussi déformée à cause du cinéma, à cause de Schwarzenegger, etc. Et en fait, lui, il prend le truc à l'envers en disant, je vais leur vendre un truc beaucoup plus intelligent. Je vais leur vendre un truc qui va leur expliquer qu'en fait. C'est pédagogique et éducatif, quoi. Voilà. Voilà. BD pour les tout petits, j'ai envie de dire. Une BD qui, grosso modo, te dit, en fait, l'Irlande, a été fondée par un pacifiste qui ne voulait pas affronter les autres rois, mais juste combattre la menace commune qui était les démons et le sexisme, en vrai, et l'obscurantisme. Et je vais te la vendre et te l'habiller comme une grosse BD de bagarre, avec un héros ultra stock, avec une hache énorme. Sachant que, ça remarque, c'est le dieu cornu arrive plus tard dans la chronologie. Au début, Slane, quand il commence, c'est quand même que de la bagarre. C'est pas que de la bagarre, mais ça joue la réplicule de Slane, c'est Kiss My Axe. Pour le jeu de mots avec Kiss My Ass. C'est pour ça qu'à un moment donné, il lui dit, le nain lui dit de dire ça à ses adversaires. Ce qui marche moins bien en VF, forcément, quoi. Il dit quoi en VF? Moi, embrasse ma hache ou un truc comme ça. Ok. Ouais, bah, du coup, effectivement, faut que je retrouve, mais... ça, j'ai pas vu le Kiss My Ass, quoi. T'as pas le même truc, mais là, ouais, franchement, moi, au niveau graphique, de toute façon, ça ne se discute pas. Au niveau scénaristique, je trouve ça super intéressant. Il y a quand même des vrais reproches à faire au rythme, à la fin surtout, qu'il y a un gros paquet de trucs qui veut coller ensemble pour poser le vaisseau vraiment de la manière la plus pédagogue possible. Ce qui m'agace un peu. En vrai, je trouve que la baston est limite trop rushée en fait et devient même peu claire au niveau du graphisme. Par contre, les numéros 1 et 2 et tout le passage dans les mythologies de Danu, etc. Enfin, tu te dis, pour l'époque, quoi, vraiment, Mills, c'était un vrai putain de punk. Hein. Il a fini par faire des covers en IA au final, mais un vrai putain de punk. Oui, c'est pas gravissime, mais. Ah ouais? Il a fait suffisamment. T'avais pas vu ça? Non. Il avait fait des covers en IA qui vendaient en NFT, je crois.
Ah ouais, il me semble. la double peine, quoi. À vérifier quand même. Ouais. À vérifier. En tout Attention cas, à ce il que tu avait, lances comme non, mais il avait allégation, une toi. saloperie comme ça qui était passée. Ouais, En même temps, bon. le mec, il a créé Judge Dredd, Slane, etc. Il a créé tout Phase Inédit, donc moi, il peut bien faire ce qu'il veut aujourd'hui. La légende n'est plus attaquable. C'est vrai que c'est pas mal d'avoir à la fois une intrigue qui est très dense, avec beaucoup d'explications. Moi, je savais pas dire, enfin, moi, je suis pas connaisseur du tout, donc c'est vrai que, de fait que t'as quand même aussi des notes explicatives qui te montrent que, en fait, oui, tout ça, c'est une mythologie qui existe vraiment, en fait, qu'on a adapté en BD, mais ça base sur une base de rêve, ça donne déjà aussi envie de s'intéresser à cette mythologie-là, que moi, je connais pas du tout. Mais c'est même super érudit au niveau du lexique celte. C'est vraiment, t'as tous les noms de toutes les religions, les arbres, les pouvoirs et compagnie. Enfin. C'est pas inventé, en fait, quoi. Ça s'est repris de ce qui existe déjà. Mais même aussi, ouais, même cette touche d'humour dans la narration, tu disais un peu les coupures, comme ce moment où il parle, mais de la fin de Stein, et en fait, la page d'après, en fait, c'est le nain qui se met lui-même en scène comme un énorme Chad, Ouais. du coup, et tu fais, ah ouais, j'aime ce côté-là d'avoir ces coupures, cet humour très britannique aussi, qui fait que ça te permet d'avoir des ruptures de ton qui, je trouve, sont vraiment pas mal, en fait, qui permettent je sais pas, de prendre vraiment un peu de hauteur sur le récit aussi, tu vois, et d'apprécier. On y replonge aussi. Mais il y a un autre, j'ai lu un autre bouquin où j'ai dû regarder une série où pareil, c'est un procédé comme ça c'est quelqu'un qui raconte l'histoire Les Orphelins Baudelaire. et qui se fait peut-être, ouais, et qui se fait interrompre. Avec les Molly Snicket qui régulièrement interrompt le récit pour rappeler que c'est un mec qui est en train de voir raconter tout ça. Et qu'est-ce qui se bang bang aussi qui fait un peu ça, Ouais. la narration distendue. Mais oui, c'est assez. Mais attends, non, mais même Dans l'histoire sans fin aussi, au final, il lit l'histoire de Atreyu, tu vois. Princess Bride de Rob Reiner, où en fait c'est le grand-père joué par Columbo qui raconte le récit du film à son petit-fils qui du coup n'arrête pas de l'interrompre pour lui dire bon bah on se fait chier là, va au chapitre où ça bagarre et tout, tu vois. Ouais, mais ça c'est génial mais en plus c'est une façon justement je pense pour Mills de décompresser ce qu'il essaie de faire pour pas en faire juste un récit, ce que je vais dire est bizarre mais trop prêchi-prêcha. C'est du coup en fait il rajoute un humour un peu de sale gosse en mode bon on est quand même là pour se marrer les gars. Oui, parce que ça restait pour les lecteurs de Two Thousand ID de l'époque, quoi. Exactement, ouais. Je crois que le Conan de Buzik est pareil, hein. Tu repars, il me semble que c'est effectivement quelqu'un qui raconte et tu repars au fur et à mesure dans la jeunesse Oui, mais après, c'est assez connexe des nouvelles, même le style de Howard était vachement là-dedans. Mais tu vois, c'est rigolo parce que chez Delirium, il y a aussi. Quelque part, j'ai envie de dire, je t'interromps, mais même dans Saga, au final, toute l'histoire est racontée du point de vue de la fille. Mais après, c'est différent parce qu'il faut quand même qu'il y ait un jeu sur le narrateur et ce qu'on te présente, tu vois. Parce que c'est vrai, là, tu comprends que c'est aussi le point de vue du nain qui du coup va parfois être interrompu parce que le nain passe 2 heures à décrire les formes de Niam, l'ex-femme de trucs. Et là, du coup, ça en fait vraiment un truc où on dit non mais c'est une histoire qu'on te raconte là et du coup on peut en plus te faire marrer avec cet élément là. Mais ce que je voulais dire c'était quoi du coup avant que tu me coupes la parole. Ouais, chez Delirium t'as aussi Bloodstar par exemple de Richard Corben qui est une lecture beaucoup plus premier degré sur l'œuvre de Howard, d'ailleurs enfin une nouvelle de Howard ou même à la limite Den est plus proche en fait de Slane, sauf que Den n'a pas les mêmes convictions politiques on va dire. Dans ce côté on va prendre du Conan et on va le transformer pour en faire un truc beaucoup plus bariolé, beaucoup plus léger, beaucoup plus. Bon, ils sont un peu ridicules quand même, ces mecs énormes qui se savatent avec des dragons dans des mondes qui ont ni queue ni tête. Là, c'est quand même plus politique, c'est quand même plus Martial Law, j'ai envie de dire. C'est complètement politique, puisque notamment dans sa manière dont il doit convaincre l'intégralité des clans rivaux pour justement aller affronter les créatures monstrueuses et puis lutter contre les traditions druidiques, là, il y a un vrai côté politique incarné par Slane. Enfin, il a vraiment une quête politique à l'intérieur de ce bouquin. Bien sûr. Et en plus, on sait que les récupérations justement des racines celtes, c'est un truc qu'adore faire les mouvements d'extrême droite, nos ancêtres les Gaulois, les extrêmes droitards disent les Gaulois plutôt que dire les Français pour les distinguer des Français de papier. Là, justement, ce qui est rigolo, c'est que lui n'est pas du tout, j'arrive plus à parler, je suis désolé, je suis extrêmement fatigué, du tout dans la contemplation fascinée de cette civilisation. Il dit, en fait, à l'époque, c'était pareil. T'avais des vieux mecs qui disaient les gonzesses c'est nos inférieurs, il faut les posséder, il faut conquérir la nature. Il y a même un côté un peu écolo par rapport à ça parce que si Danu c'est Gaïa c'est la terre, Gaïa c'est l'arbre et compagnie, et le dieu cornu lui-même incarne le rapport à la nature. Même tu vois à un moment donné Slane il te dit mais en fait perdre c'est pas si mal de perdre, c'est pas si grave. Oui. Des fois il faut perdre pour se recomposer et tout. Et il y a vraiment faut pas arriver en retard sinon tu meurs. T'arrives en retard à une bataille. Ah oui, ça. C'est vrai. Mais il y a vraiment un côté casser en fait tout ce qui fait les codes de cette fantaisie barbare. Et même dans ses réappropriations,
Puis même sur cette c'est scène de génial, la quoi. tête coupée, c'est limite, il finit par il dit les règles en fait servent à rien si tu peux pas les briser aussi. Donc il y a aussi ce Exactement. côté très punk, on va dire, dans l'esprit de les traditions, on peut les emmerder en fait. Ouais, Des carrément. fois, si elles ne servent pas vraiment, si elles sont juste là, pour être des traditions, à quoi elles servent réellement. Donc Même le côté pas empoisonné est bien fait parce que justement, tu peux aussi dire qu'il y a plein de lecteurs qui vont passer à côté du message et qui vont juste se dire bon c'est de la fantasy, ça raconte rien. Tu Ils penses ont- enfin, je veux dire, C'est tellement quand même copieux, dur. ce serait C'est- quand même enfin, Ouais. je pense que tu peux te dire ça me fatigue parce que le début il y a tellement de narration, ça me saoule, je passe à côté et là effectivement t'auras pas tout le message derrière. Mais justement, t'as Ouais. tellement de contexte que je Ce vois serait- pas comment tu peux. c'est compliqué Comme de c'est- dire que ça raconte rien. Non, mais Ouais, ça- quand même. bien sûr. Mais comme c'est tellement ancré dans son folklore irlandais, peut-être qu'il y a des gens qui vont en fait le voir comme un monde de fantasy où effectivement il y a eu un matriarcat ancestral et qu'ils vont peut-être pas faire le rapprochement avec la critique de leurs idéaux parce que tu sais qu'aujourd'hui les gens ne supportent pas qu'on leur propose des lectures contestataires de leurs idéaux ou de leur vision de la société. Ce serait quand même malheureux, hein, tu vois, que l'amour et l'égalité des sexes l'emportent à la fin. Hein. Mais surtout, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, au niveau graphique, la BD reste un gros moment de baston, un gros moment d'action et une grosse régalade qui, du coup, peut passer auprès d'un fandom, qui n'aurait pas forcément envie de s'éduquer ou s'instruire. Parce qu'il y a des gens qui lisent Conan le Barbare pour autre chose que pour s'éduquer ou s'instruire. Ah, c'est sûr que si tu veux de la bagarre, des grossages, des épées, des sorcières sexy et des monstres Ouais. abominables, tu es complètement servi. J'aime beaucoup cette scène où t'as un monstre qui est vorace et qui finit par se bouffer sur lui-même, qui est, enfin, même graphiquement, je trouve ça ultra malin comment il le dessine, et t'as plein de moments de bravo de toute façon qui effectivement, faut-il le rappeler, profite aussi de l'édition. Alors, parce qu'il y avait l'édition en très grand format qui avait été faite sur Ulule, qui était réservée à la campagne. Je sais pas s'il y a peut-être des libraires qui en ont commandé, mais sinon le bouquin est sorti dans un ratio normal aussi, quoi. Et moi, j'ai Mais- la normale pour le coup. Mais quand t'as la version là très grande, là, vraiment, t'as certaines pleines pages qui sont complètement, ouais, c'est zinzin, quoi. Enfin, c'est vraiment, Ouais, je sais pas, c'est quoi, c'est de l'aérographe qu'ils utilisent pour Bien sûr. ouais, c'est ça, c'est incroyable, quoi. C'est un peu la manière de Drôme de Lonergan aussi, hein, sur les thèmes. Oui, Justement, la oui, force oui. Du féminin. Oui, c'est vrai. C'est- Bah, sauf pareil, qu'il a le fait ça monde, 30 ans avant, quoi. Exactement. le monde préhistorique et ce qu'il Ouais. pouvait avoir de Ouais. plus sain au niveau Le barbare et mythologique. la position. Enfin, Ouais, position même de la là, femme, tu vois, c'est- les démons incarnent la bêtise, le refus de mourir, l'espèce de golem aussi qui est très bête, tu vois, le dragon qui est juste, voilà, une créature assoiffée de sang, etc. Enfin, il y a quand même, tu sais, les allégories sont vraiment très fléchées, ce qui est plutôt agréable, je trouve. Mais ouais, franchement, gros délire. Et pour ceux qui savent pas, du coup, après le passage de Bisley sur le Dieu cornu, un petit peu avant, ça a commencé, remarque, mais Delirium avait appris beaucoup, en fait, Delirium. 2000 AD a pris beaucoup d'artistes qui pouvaient un peu faire du Bisley-like. Et c'est dans les années 90 qu'ils ont fait beaucoup de Slain en peinture, comme ça, assez agressif et musclé. Et il y a eu plein de trucs. Des fois, c'était vraiment la dark fantasy, avec des créatures un peu zombies et tout. Et on en avait parlé avec Laurent quand il était venu nous voir. Il nous avait dit que ça l'intéresserait, si le projet fonctionne, de peut-être refaire du Slain pour aller prendre d'autres chefs-d'œuvre de Oui, cette surtout période. que Parce que c'est pas le premier Slane, hein, qu'il a fait, il en avait fait un Ouais. autre, Ouais. auparavant, donc. Mais Bisley est très connu aussi, même des fans français très connus. Il y a plein d'autres artistes peintres britanniques qui sont un peu dans son nombre et qui, voilà, ont fait du Slain ensuite et qui ont très bien réussi leur partie. Donc voilà, donc ça s'appelle Slain, le Dieu cornu, et dans son édition régulière en librairie, c'est proposé à 30 €. C'est un Ce qui est vraiment pas cher, vu la gueule du bouquin. Non, vu la tête et vu parce que c'est gros aussi, c'est 200 pages de BD avec le bonus, le petit cahier graphique à la fin. Donc voilà, donc c'est disponible également en librairie. Vous avez des liens dans la description si vous voulez passer commande directement auprès de nos partenaires. Et on en a terminé pour ce Back Issues. Merci PA. Merci les gars, c'était un plaisir. Merci également Corentin. On vous rappelle De rien, je vais dormir. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à le partager un petit peu partout autour de vous, sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Parlez-en aux gens qui lisent des BD, comme ça leur permettra peut-être d'aller découvrir de bonnes BD. Et si vous reste des sous après de passer en librairie, n'hésitez pas à nous soutenir via notre Tipeee. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés, puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut! Salut.